Glenn, et m'avoir invité. Today by Ray McGovern, who was a CIA analyst for 27 years, who chaired the National Intelligence Estimates and also prepared the President's daily briefs. So thank you for coming back. It's been a while. Glenn, thank you for having me. So, this war against Iran... Eh bien, cette guerre avec l'Iran est souvent présentée comme une guerre entre les États-Unis et l'Iran, mais en réalité, c'est déjà une guerre régionale. Cependant, un acteur dont on entend étonnamment peu parler, alors qu'il a tiré le premier coup, c'est Israël. Je suppose qu'une partie de la raison est que nous ne recevons pas beaucoup de vidéos ni d'informations sur les dégâts subis là-bas. Mais je pensais que ce serait un bon point de départ pour discuter de la vulnérabilité d'Israël dans cette guerre, et plus généralement, de la manière dont la guerre se déroule pour Israël. I guess overall, how is the war going for Israel? Well, Glenn, as usual, you asked the right question. Eh bien, Glenn, comme d'habitude, tu as posé la bonne question. J'allais commencer par cela si je le pouvais, et maintenant je le peux. C'est une guerre existentielle pour Israël. L'Iran va survivre d'une manière ou d'une autre. Les États-Unis, espérons-le aussi. Mais Israël a mis tous ses œufs dans le même panier. Ils ont manipulé Donald Trump d'une telle manière qu'ils ont déclenché cette affaire. Et selon l'aveu de notre secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est aussi le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, ce qui signifie, soit dit en passant, qu'il est le canal par lequel passent tous les renseignements. En d'autres termes, la CIA fait ses rapports par l'intermédiaire de Marco Rubio, le directeur du Conseil de sécurité nationale. D'accord? Donc ce que Trump reçoit, il le reçoit par Marco Rubio. Cela explique une partie de la situation. Mais je veux dire, si les gens ne le savent pas, Marco Rubio a admis qu'Israël avait dit « Oh, nous allons attaquer » et qu'ils l'ont fait. Et nous avions peur que les Iraniens se disent « Oh, peut-être que les États-Unis sont responsables de cela » et qu'ils nous attaquent en retour. Nous avons donc dû prévenir une frappe de représailles de l'Iran, une riposte parce qu'Israël l'avait attaqué. C'est ce qu'il a dit. C'est juste là dehors. D'accord. Mon Dieu. Eh bien, pour ramener cela du sublime au banal, nous avons une jeune femme qui nous aide ici. Elle était là ce matin, et je lui ai dit, « S'il te plaît, Rosanna, dis-moi que disent tes amis à propos de cette guerre. » Et elle a répondu, « Oh, eh bien, ils ne l'aiment pas du tout. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il n'y a aucun plan. Aucun plan du tout. Comment peuvent-ils faire ça sans aucun plan? » J'ai dit, « D'accord, très bien. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Ma fille est vraiment intelligente. Elle est allée à l'université et tout ça. » « Je ne sais pas, a-t-elle dit. J'ai demandé, « Et que disent tes amis à ce sujet? » « Tout ce qui les préoccupe, a-t-elle dit, c'est que Trump ne veut pas exclure l'envoi de troupes. » Nos fils sont frères. Mais oui, pourquoi a-t-il fait ça alors? Je ne sais pas. C'est fou. C'est fou. Et j'ai dit, Rosanna, tu ne le sais pas parce que la majorité des Américains ne le savent pas, même si le secrétaire d'État des États-Unis l'a dit, parce qu'Israël a attaqué l'Iran et nous a piégés pour faire exactement la même chose alors que nous étions à ça d'un accord. Alors comment McGovern sait-il cela? Allons, Ron McGovern, je ne vois pas ça dans le New York Times. Eh bien, il était médiateur dans ces négociations très cruciales à Genève entre les Américains et le ministre iranien des Affaires étrangères, d'accord? Et lorsque le médiateur, le ministre des Affaires étrangères omanais, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères d'Oman, qui était un intermédiaire honnête traitant avec les deux parties, eut terminé cette séance, il monta dans un avion pour Washington. Il dit au vice-président, « Nous avons presque un accord. Les Iraniens ont vraiment assoupli leurs exigences concernant l'enrichissement. Ils font toutes sortes de concessions. En fait, nous pourrions même obtenir la présence d'inspecteurs de l'ONU pour la première fois de l'histoire.
Donc oui, c'est tout proche. Et ensuite, je pense qu'il a flairé quelque chose de louche. Il s'est entretenu avec Margaret Brennan, la journaliste de CBS, et lui a dit la même chose. Nous sommes vraiment proches maintenant. C'est incroyable. C'était le 27 février. C'est le 26 qu'il s'était rencontré à Genève avec ce même ministre omanais comme médiateur, si je dois encore le préciser. D'accord? Que s'est-il passé tout à coup en quelques heures? Après avoir reçu cette nouvelle, Rubio, avant tout, il y a eu l'attaque contre l'Iran. Alors comment ça s'explique-t-il? Je veux dire, il y a des plaintes maintenant. La dernière en date, c'est que les Omanais et d'autres pensent que Witkoff et Kushner ont menti sur le moment où ils ont remis leur rapport au président en disant « Non, non, les Iraniens sont en transition ». Je n'exclus pas cette possibilité. Ces deux-là sont complètement compromis. Dans le Bronx, on les appelle des escrocs. D'accord? On ne peut pas leur faire confiance. Mais en tout cas, l'accord était à 2 doigts d'être conclu. D'accord? Tout à coup, Rubio et peut-être, Hegseth à coup sûr, peut-être le vice-président, ont dit « Non, non, Bibi a déjà lancé ses attaques, nous le ferons pour Israël. » Alors j'ai dit à ma fille « Écoute, tu devrais poser la dernière question. » Pourquoi, si tout cela n'avait pas été planifié, l'avons-nous fait? Et vous devriez comprendre que la raison pour laquelle aucun d'entre vous ne pense même à poser cette question, c'est parce qu'elle n'apparaît pas dans les médias. Ce n'est pas dans le Times, ni dans le Post, ni même en ligne. On dit très rarement que nous sommes entrés dans cette guerre pour Israël. Maintenant, laissez-moi conclure cette dissertation. Pour Israël, c'est désormais une guerre existentielle. Cela signifie qu'ils sont sur le point d'être anéantis. Pardonnez le terme, d'accord? Les Iraniens ont les moyens de le faire. Cela a été prouvé en juin et c'est pourquoi je pensais naïvement que cela n'arriverait jamais. Je veux dire, Trump voudrait-il risquer l'anéantissement d'Israël, la fermeture du détroit d'Ormuz, perdre l'élection de novembre avec le prix de l'essence à $10 le gallon? Je veux dire, bien sûr, il ne serait pas assez stupide ou idiot pour déclencher une guerre contre l'Iran. Et il l'a fait. Donc 2 choses ici. Nous avons un président qui n'est pas seulement un marxiste délirant, mais je dirais qu'il est one cynic. D'accord? Maintenant, je sais que vous, les Norvégiens, n'aimez pas utiliser des termes allemands et tout ça, mais moi je parle allemand. Tout ce que je sais dire en norvégien, c'est tusen tak, d'accord? Wahnsinn en allemand, je veux dire, c'est juste complètement cinglé, d'accord? Une sorte de pensée gonflée qui te fait croire que tu peux faire tout ce que tu veux. Et presque aussi grave que Zwergverrückt, ce qui veut dire vraiment fou. Et quand je vivais en Allemagne, on pouvait être condamné pour avoir traité quelqu'un de ça. Bon, je ne suis pas en Allemagne. C'est exactement ce que nous avons ici. Et pour conclure, j'ai passé un demi-siècle à essayer de me mettre à la place des dirigeants du Kremlin. Je sais qu'ils ont l'équivalent de la branche que nous avions. Aujourd'hui, c'est une division de la CIA qui réalisait des profils psychologiques à distance. D'accord? À distance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas interroger Trump, mais on peut rassembler toutes les informations disponibles. Et même si les psychiatres n'aiment pas faire cela sans accès direct, on le fait quand même. Pourquoi? Parce que les enjeux sont énormes. Quand j'étais à la CIA, nous avions des personnes remarquables qui travaillaient là-dessus. J'avais des profils biographiques sur Tchernenko et Andropov, et plus tard sur Gorbatchev. Donc le Kremlin, j'en suis sûr, dispose de ce genre d'unité. Maintenant, cela me dépasse d'essayer de me mettre à la place du responsable du briefing quotidien d'un président de l'ère Gorbatchev, ce que j'étais en tête-à-tête pendant le premier mandat de Reagan, de 1981 à 1985. Que vont-ils dire à Poutine?
Eh bien, nous savons que ce type est peu fiable, qu'il est trompeur, qu'il raconte beaucoup de mensonges et qu'il est plutôt narcissique. Mais maintenant, nous savons qu'il est waansinnig. Maintenant, nous savons qu'il est verrucht. Et que fera-t-il? Dernière chose, peut-être que je projette, mais je pensais qu'il ne ferait jamais cette stupidité précisément pour les raisons de ce qui se passe maintenant, d'accord? Alors, quand les gens parlent d'envoyer des troupes au sol ou de menacer d'utiliser une arme nucléaire, J'ai dit que je ne ferai jamais ça parce que. mais les raisons n'ont plus d'importance. La logique ne tient plus. Et peut-être que je vais simplement ajouter ceci, en kremlinologie, nous avions une méthode très rigoureuse et ordonnée pour analyser les médias publics. Quand les gens disaient que X, Y et Z seraient des conditions préalables à des négociations ou à un accord, et que tout à coup ils ne mentionnaient plus que X sans parler de Y et Z, oh incroyable! Cela signifiait, et je peux vous assurer que c'est exact, qu'ils étaient prêts à négocier sur les forces nucléaires intermédiaires. Et cet accord a été conclu et il a tenu pendant 32 ans. D'accord? Nous avons vu qu'il se retirait des déclarations publiques, mais cela ne fonctionne pas avec Trump. Trump peut dire « Nous exigeons A, B, C et D », puis il répète 5 fois « Nous exigeons A, B », sans mentionner le reste. Et son vice-président dit « Nous exigeons A » 4 fois en 4 minutes sur Fox. McGovern se dit « Mon Dieu, peut-être qu'il y a un peu d'espoir ». Oublie ça, McGovern. La kremlinologie et la logique ne s'appliquent pas lorsqu'on analyse Donald Trump. Et c'est un vrai fardeau pour les rédacteurs du rapport présidentiel quotidien de Vladimir Poutine. Je pense que tu seras d'accord. Mais quand vous dites que c'est existentiel pour Israël, c'est généralement un mot qu'on ne veut pas entendre à propos des États puissants, car une fois qu'une question devient existentielle, ils ne peuvent pas se permettre la défaite. Ce qui soulève alors la question, que pourrait faire Israël? Parce que nous sommes dans une position très difficile. Les Iraniens considèrent également cela comme une menace existentielle. Et ils ne peuvent pas simplement laisser les États-Unis se retirer, rouvrir le détroit d'Ormuz, puis, 6 mois plus tard, voir les États-Unis et Israël revenir encore une fois. Et étant donné qu'aucun des problèmes sous-jacents n'a été résolu, l'objectif restera d'éliminer l'Iran de l'échiquier eurasien. Donc, étant donné que c'est le cas, les Iraniens ne peuvent pas se permettre de laisser passer cela sans revenir à l'ancien statu quo. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour Israël? Parce que s'il risque d'être décimé ici, il dispose d'armes nucléaires. Ce ne sont pas, à mon avis, les pays les plus modérés comme on l'a vu dans toutes les guerres actuellement en cours. Alors, que pensez-vous qu'Israël fera si la douleur devient trop grande? Je veux dire, pour le moment, nous ne voyons aucune image en provenance d'Israël. Ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils subissent de lourdes pertes. Mais vous savez, cela pourrait basculer à un moment donné où ils voudraient faire exactement l'inverse, montrer à quel point l'Iran a causé de destruction. À ce moment-là, on risque de commencer à entendre davantage parler d'une possible riposte nucléaire. Israël a le droit de survivre, essentiellement le droit d'exister. Il se passe beaucoup de choses insensées de nos jours. Cela ne semble même pas si fou que cela puisse arriver, sinon avec des armes nucléaires stratégiques, du moins avec quelque chose de limité, de tactique, juste pour forcer la main des Iraniens, pour les faire capituler en somme. Voyez-vous une voie possible vers l'utilisation réelle d'armes nucléaires? Glenn, c'est ta deuxième question la plus intéressante et la plus pertinente. C'est ce que j'allais dire. Oui, oui. Tu sais, quand je regarde Netanyahou et Trump, mais dans ce cas, surtout Netanyahou,
Je me demande, d'accord, étant donné ce que tu sais de ce type, McGovern, et de ce qu'il est prêt à faire en matière de génocide et de famine forcée, quand il en vient à croire qu'il a une certaine emprise sur Trump. Peut-être que cela a beaucoup à voir avec Jeffrey Epstein, mais en tout cas, il est convaincu qu'il a la main sur Trump. Eh bien, accepterait-il la défaite? Dirait-il, d'accord, c'était une mauvaise idée? Je ne pense pas. Et je ne pense pas que les Iraniens les laisseraient faire maintenant qu'ils ont l'avantage. Et c'est la grande nouvelle réalité. Je pense qu'il est désormais prouvé que les Iraniens disposent de plus d'armes, de plus de roquettes, de plus de missiles, et qu'ils vont l'emporter dans cette affaire. Sans parler des dégâts subis par le monde entier à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui était tout à fait prévisible. Alors, que va faire Netanyahou? Eh bien, si Hersh a écrit il y a quelques décennies un livre sur l'option Samson, le récit biblique voulant que, plutôt que de capituler ou autre, Samson ait fait s'effondrer le temple tout entier. Netanyahou ferait-il la même chose en pensant qu'il pourrait peut-être s'envoler de nouveau pour Berlin et se cacher dans l'un de ses petits abris? Je ne sais pas, mais je pense que les chances sont supérieures à 1 sur 2, et c'est terrifiant, qu'il n'irait pas jusqu'à s'arrêter avant d'utiliser, pas seulement de menacer, mais bien d'utiliser 1 ou 2 armes nucléaires. Et que cela fonctionne ou non, je ne pense tout simplement pas que ce serait le cas. L'opprobre, il serait à jamais considéré comme l'État voyou du monde s'il faisait cela. Personne ne coopérerait avec lui, je pense. Sauf peut-être des gens comme, les néoconservateurs sortant de l'ombre, ceux qui ont soutenu à la fois la guerre en Irak et cette guerre en Iran, qui soutiendraient Netanyahou. Donc oui, c'est une façon un peu longue de dire qu'il y a 4 semaines, j'ai établi un parallèle. J'ai dit, écoute, je pense que Netanyahou utiliserait probablement l'option nucléaire en cas d'extrême urgence, d'accord? Ce mot savant signifie simplement qu'on a le dos au mur. C'est pour ça que c'est nouveau, Glenn. Comme tu le sais en tant qu'historien, et moi en tant que vieux bonhomme, depuis la crise des missiles de Cuba, aucun État nucléaire n'a été contraint à une telle extrémité. Maintenant, John Kennedy, l'un de mes modèles, le président John F. Kennedy, m'a fait venir à Washington avec tout un groupe de gens vraiment remarquables, en disant, eh bien, faisons quelque chose pour notre pays. Et certains d'entre nous sont encore là. Ce qu'il a dit dans son grand discours à l'Université du Maryland, au début de 1963, c'était ceci. Ce qu'il faut absolument éviter dans les relations entre 2 puissances nucléaires, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, c'est de jamais forcer une puissance nucléaire à choisir entre une retraite humiliante et l'emploi de ses armes nucléaires. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que cela a failli se produire. S'il n'avait pas eu l'habileté de renvoyer ses généraux et de s'appuyer sur son frère Bobby et d'autres, comme Llewellyn Thompson, l'ancien ambassadeur, les choses auraient pu tourner autrement. Ils ont dit, écoutez, Khrouchtchev est prêt à conclure un accord. Parlez-lui directement. Et ils l'ont fait. Et il n'y a pas eu de guerre. Et toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons en parler, d'accord? C'était à ce point-là. C'était donc en septembre et octobre 1962. Voici John Kennedy, le 10 juin 1963. Compte les mois entre-temps, et maintenant il dit, « Regarde, nous avons traversé le pire. Je sais ce que c'est que de penser à faire exploser le monde. La dernière chose que tu veux faire, c'est forcer une autre puissance nucléaire à choisir entre une retraite humiliante et l'usage de l'arme nucléaire. Maintenant, Khrouchtchev, ou Slava Bogu, Dieu merci, a été assez habile pour dire « D'accord,
Si on fait en sorte que cela ressemble à un accord où vous retirez les missiles américains de Turquie, oui, je peux en parler à mon armée et dire, eh bien, nous avons un accord. Et c'est ce qui s'est passé. Kennedy, lui, était déterminé à ne plus jamais laisser cela se reproduire. Alors, il a tendu la main aux Russes et a dit, « Regardez, nos enfants respirent le même air. Nous voulons les mêmes bonnes choses pour nos enfants. » Parmi toutes les puissances du monde, la Russie et les États-Unis n'ont jamais été en guerre l'un contre l'autre, presque de manière unique. Alors, trouvons un accord. Et bien sûr, il a déclaré que nous allions cesser les essais d'armes nucléaires. Et en quelques mois, grâce à une action politique habile, le Sénat a ratifié un traité d'interdiction partielle des essais. Ce que je veux dire, c'est que cela remonte au début de la véritable ère de confrontation nucléaire. Et depuis lors, depuis 1962, il n'y a eu aucune probabilité que les États-Unis ou l'Union soviétique franchissent cette ligne rouge et menacent l'autre d'un recul humiliant. Alors, quel a été le grand sujet suivant? Le Russia Gate. Comme vous le savez, mes amis et moi, des professionnels du renseignement vétérans pour la raison, savions dès le départ que c'était une affaire trompeuse et malhonnête. L'un de mes collègues m'a dit, « Ray, tu sais, tu es un poney à un seul numéro, non? Pourquoi tu continues à te concentrer là-dessus? » Et puis un animateur radio dit, « Eh bien, pourquoi tu continues à marteler ça? C'est parce que la Russie possède des armes nucléaires. Voilà pourquoi. » Ah oui, et l'Ukraine a été considérée comme une menace existentielle pour la Russie. Et nous savons comment cela va se terminer. D'accord. Heureusement, ce ne sera pas une explosion nucléaire. Tout ce que je dis ici, c'est que cette situation est unique. Depuis la crise des missiles de Cuba, faites le calcul, c'était en 1962. Nous sommes en 2026 maintenant, non? Nous avons donc un État qui a volé la technologie nucléaire aux États-Unis, dont le Premier ministre faisait partie des voleurs qui ont dérobé cette technologie. Et l'une des raisons pour lesquelles John Kennedy était si mal vu par notre armée et par nos sionistes, c'est qu'il voulait empêcher Israël d'obtenir l'arme nucléaire. Certaines personnes pensent, et je crois qu'il y a quelques éléments qui le suggèrent, que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils s'en sont débarrassés. Soyons honnêtes, le principal instigateur, le maître du contre-espionnage de la CIA était le lien avec Israël, et rien n'a changé. Si moi, l'un de mes collègues ou quiconque dans mon service écrivait quelque chose qui mentionnait Israël, même si cela concernait simplement les relations sino-soviétiques, nous devions le faire approuver par ce type. C'était donc lui le meneur de toute cette affaire. Et bien sûr, il était très proche d'Israël. Il existe de nombreuses preuves que James Angleton a été impliqué dans ces deux aventures, à la fois en raison de sa proximité avec Israël et de son rôle dans l'élimination de John Kennedy, en partie à cause de la résistance de ce dernier à ce qu'Israël obtienne l'arme nucléaire. Il existe même des preuves qu'Angleton fermait au moins les yeux sur la fourniture ou le vol de technologie nucléaire dans le dos de Kennedy. Donc vous voyez, c'est mon argument ici. Regardez, mes enfants, très instruits, âgés d'une cinquantaine d'années, sont complètement perdus, disant « Oh mon Dieu, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Pourquoi a-t-il fait ça ?» Ils ne se demandent pas pourquoi il l'a fait. Ils disent toujours « Oh, ça pourrait être ceci. » Nos troupes sur le terrain ou « Oh mon Dieu, vous voyez. » Mais aucun d'eux ne prend le temps de se demander pourquoi Trump a fait cela. Et si Trump a fait cela, c'est parce qu'il est soumis à Israël. Et cela peut inclure cette ignominie. Parlons de turpitude morale. Talk about moral turpitude. Well, you got it in spades with Epstein and the people. Eh bien, tu en as eu la preuve éclatante avec Epstein et les gens avec qui Trump s'est associé,
Et le fait que Netanyahou n'est certainement pas au-dessus de venir à Mar-a-Lago avec son propre petit dossier de photos et de vidéos en disant « Oh, je veux juste me souvenir ». Le FBI est capable de bloquer une grande partie de ces choses, mais nous les protégerons, Monsieur le Président, à moins que vous ne coopériez pas. C'est une approche de type mafieux, et Trump serait-il au-dessus de ça? Je ne le pense pas. Désolé pour cette longue explication, mais j'y tiens vraiment, parce qu'Israël a cette emprise sur nous, au point d'avoir tiré sur 34 marins américains à bord de l'USS Liberty pendant la guerre de 1967, sans jamais être tenus pour responsables. Puis bien sûr, ils ont compris sans le moindre doute qu'ils pouvaient littéralement s'en tirer avec un meurtre, et que le Sénat, la Chambre reisen mort unreferred, Tongir. And even the U.S. Navy would cover it up. No, the US-Israeli relationship is Non, la relation entre les États-Unis et Israël est assez intéressante. Non seulement pour comprendre une grande partie de la politique étrangère américaine, mais aussi ce qui se passe dans la politique intérieure. Je pense qu'en particulier, non seulement du côté républicain, mais aussi du côté démocrate, il y a cette division que l'on observe aujourd'hui où les sympathies envers Israël ont tellement diminué. Et même au sein du propre camp de Trump, toute cette idée de l'Amérique d'abord, vous savez, a rassemblé une très grande variété de personnes. Une grande partie de ce groupe pensait que l'Amérique d'abord signifiait que les intérêts américains passeraient avant ceux d'Israël. Maintenant, ils voient cette guerre qu'ils ne peuvent vraiment pas expliquer sans parler d'Israël. Oui, c'était aussi quelque chose qui divise la base de Donald Trump. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Oui, c'est un conflit existentiel pour l'Iran et pour Israël. Mais pour les États-Unis, ce n'est pas vraiment existentiel. Cela dit, il y a encore beaucoup en jeu ici. Leur crédibilité en tant que superpuissance. Si cette guerre est perdue, les États du Golfe pourraient ne plus être des États de première ligne viables. Ils pourraient être balayés, ou à l'inverse, s'ils veulent survivre, ils pourraient en venir à la conclusion qu'être un État de première ligne ne te rend pas plus sûr, ça te rend plus vulnérable. Et si cela se produit, tout le système du pétrodollar pourrait commencer à s'effondrer. Sans ces dollars recyclés, la bulle de l'IA, la course à l'IA, prendrait fin. Les systèmes d'alliance à travers le monde pourraient être encore plus mis à l'épreuve. Vous savez, même sur le plan politique intérieur, ce serait une catastrophe pour Trump. Il a déjà proclamé la victoire, un peu comme le moment du mission accomplie de George Bush, qu'il a fini par regretter, bien sûr, et son ego par-dessus tout cela. Donc je n'imagine pas Trump l'accepter. Cela dit, je ne l'imagine pas non plus utiliser des armes nucléaires, mais il a d'autres options. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vu 2 commentaires sortir, je crois, le même jour. C'est-à-dire, tu sais, qu'on va frapper l'Iran 20 fois plus fort, mais en même temps, on n'a plus de cible à frapper en Iran. Ce qui soulève alors la question, comment amener l'Iran à la table des négociations? Comment les pousser à faire des concessions? On dirait simplement qu'ils pensent que l'Iran a besoin du traitement Gaza, que c'est la direction que les États-Unis pourraient prendre. Bref, j'en dis peut-être trop. Je me demandais, toi, comment tu vois les choses? Que vont faire les États-Unis maintenant qu'ils n'ont pas obtenu de changement de régime? Ils n'ont pas vu la population se soulever contre le gouvernement. L'armée ne s'est pas effondrée. Les Iraniens sont capables d'encaisser la douleur et aussi d'en infliger aux États-Unis, aux États du Golfe et à Israël. Eh bien, commençons par les États du Golfe, les États arabes, d'abord. D'accord, Poutine a passé des coups de fil seulement 2 jours après les attaques et a parlé à chacun d'entre eux. De quoi s'agissait-il? Eh bien, je pense qu'il savait ce qui allait arriver et qu'il a dit
Écoute, souviens-toi à quel point tu as été proche des États-Unis en achetant toutes ces armes et tout le reste. Tu as cet accord selon lequel ils sont censés te défendre. Hein? Regarde ce qui va se passer dans les prochains jours. Je te rappellerai plus tard. Oh mon Dieu, cet accord s'est effondré, car la défense contre l'Iran a complètement disparu. L'Iran a désormais les mains libres, et ils en profitent. Ils attaquent toutes ces bases américaines et essayent de rassurer les États du Golfe en disant « Écoutez, ce n'est pas contre vous, c'est contre vos décideurs stupides qui pensaient que les États-Unis pouvaient vous protéger, et ils ne le peuvent pas. » Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Tu as toute cette richesse. À qui vas-tu faire confiance pour traiter? Aux Américains? Eh bien, voyons ce qui se passera dans les prochains jours, d'accord? Le lendemain, Lavrov prend la parole et c'est vraiment intéressant. Il est en réunion avec d'autres dirigeants du Golfe arabique, n'est-ce pas? Et il dit très malin, « Je vais utiliser une vieille expression bédouine. N'as-tu pas appris qu'on ne peut pas monter 2 chameaux en même temps? » Je ne sais pas qui lui a soufflé cette phrase, mais c'était exactement la bonne. Donc pour moi, les États-Unis ne vont pas récupérer de bases dans ces pays du Golfe. Les pays du Golfe ont encore leur pétrole, dans la mesure où leurs sites n'ont pas été détruits. Donc ils ont encore les moyens de subsister. Mais vont-ils s'allier aux États-Unis? Certainement pas comme ils le faisaient autrefois. D'accord? D'accord. Maintenant, j'ai oublié le reste de ce dont tu parlais, mais j'avais quelques commentaires sur tes autres remarques. Voyons si j'en ai noté. Oui, je veux que tu mentionnes ceci. L'une des choses que la plupart des Américains ne comprennent pas, parce que beaucoup n'étaient pas en âge, en 2001, 2002 et 2003, c'est que tout ce qu'ils savent vraiment, c'est le 11 septembre, n'est-ce pas? 2001, 2002, and 2003. All they know is about 9/11, right? And then they know, or think they know. Et puis ils savent ou pensent savoir que nous devions poursuivre les personnes qui auraient pu être responsables du 11 septembre. Et les Afghans, bon, ça c'était une chose. Mais nous avons essayé d'identifier le dirigeant de l'Irak, Saddam Hussein, avec le 11 septembre. Et comment avons-nous fait cela? Nous avons dit que Saddam Hussein avait des liens actifs avec Al-Qaïda. 75% des Américains, en 2002 ou 2003, pensaient que c'était vrai, d'accord? Colin Powell a parlé avec autorité à l'ONU, et il a évoqué, je cite, un lien sinistre entre Bagdad, Saddam Hussein et Al-Qaïda. Colin Powell savait qu'il mentait. Colin Powell knew that he was lying. He said it anyway. What was the other thing? Oh, Il l'a dit quand même. Quelle était l'autre chose? Ah oui, l'Irak possédait des armes de destruction massive. Nous, les anciens professionnels du renseignement pour la raison, avons créé notre unité en janvier 2003, pleinement conscients qu'ils ne possédaient pas d'armes de destruction massive, que nos anciens collègues mentaient effrontément pour obtenir des promotions et des primes, ce qu'ils ont effectivement fait en rédigeant cette terrible estimation du 1er octobre 2002. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, ils ont falsifié les preuves. Et il n'est pas nécessaire de, laissez-moi simplement citer le rapport du comité du renseignement du Sénat, ça a pris 5 ans à être élaboré. En juin 2008, ils sont finalement parvenus à leur conclusion. Et celle-ci disait, je cite, « Les renseignements utilisés pour justifier l'attaque contre l'Irak reposaient sur des preuves non corroborées, non fondées, contredites, voire inexistantes. Inexistantes. À quoi ressemble un renseignement inexistant? Eh bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, d'accord? Il a été fabriqué. Alors pourquoi est-ce que j'évoque tout ça? Parce que cela recommence. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, car la presse l'a dissimulé et personne n'a jamais été tenu responsable pour l'Irak. Donc cela mérite d'être mentionné. Ce que nous disons maintenant,
c'est bien sûr, selon à qui vous prêtez l'oreille, l'Iran avec un N. Maintenant, l'Iran est sur le point d'obtenir une arme nucléaire. D'accord? Que vont-ils faire? Ils vont les donner à ces terroristes, tous ces terroristes que j'appelle des forces de résistance conformément au droit international, au Liban et ailleurs. Ces terroristes vont obtenir ces armes nucléaires, vous savez. Et encore une fois, ne vous fiez pas seulement à la parole de McGovern. Nous avons eu la chance d'obtenir une copie des notes authentiques d'un exposé donné par Sir Richard Dearlove, chef du MI6 britannique, à Tony Blair le 23 juillet 2002. Et de quoi s'agissait-il? Eh bien, Tony Blair avait été recruté par Bush pour se joindre à cette guerre. Cela devait être une grande guerre. Les autres Européens, eux, n'étaient pas vraiment concernés. Les Allemands et les Français, oubliez-les. Nous pouvons le faire seuls. D'accord? Mais vous savez quoi? Quand on prépare une guerre, on préfère être en contact autrement que par téléphone avec l'autre conspirateur, non? Donc, même si Bush appelait Blair, ou l'inverse, une fois par semaine, Blair a dit à son chef du renseignement, « Écoute, pourrais-tu aller parler à George Tenet, qui était son homologue, le directeur du renseignement central, le chef de toutes les agences de renseignement. Parle-lui parce qu'il est très proche de Bush, il saura ce qu'il en est vraiment. Peux-tu lui parler? » Eh bien, Tenet ne l'a pas fait. Il a dit non, je ne le ferai pas. Et Bush a insisté. Et donc, je sais qu'il y avait des gens, je sais qu'il y en avait. Le 20 juillet 2003, au siège de la CIA à Langley, Sir Richard Dearlove reçut un compte-rendu complet. Il prit le prochain avion, rentra à Londres, et 3 jours plus tard, lors d'une réunion des 12 apôtres à midi, sa grande réunion de cabinet, celle de Blair, avec tous les principaux dignitaires, Blair dit « Très bien, maintenant, Sir Richard Dearlove, dites-nous ce qu'il en est vraiment. » Et voici ce que c'était. Voici une citation du paragraphe le plus significatif. George W. Bush a décidé d'attaquer l'Irak. Cela sera justifié par la conjonction des armes de destruction massive et du terrorisme. Mon commentaire, traduction, nous allons dire que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive et nous allons le relier aux terroristes. D'accord? Et puis la dernière phrase de ce paragraphe, mais les renseignements et les faits sont adaptés à la politique. Point. Fin de citation. Donc, les renseignements et les faits sont adaptés à la politique. Quelle est ma leçon ici? Une guerre inutile, totalement inutile. Des renseignements adaptés à la politique. C'est ce que nous avons maintenant. C'est ce que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne l'Iran. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais été tenu pour responsable. Ces sénateurs qui ont rédigé ce rapport authentique, précis, véridique, affirmant qu'une partie des renseignements n'existait pas, n'ont jamais tenu personne pour responsable. George Tenet a été autorisé à se retirer dans son refuge du New Jersey et continue de recevoir beaucoup d'argent des entreprises pour lesquelles il est censé travailler. Personne n'est tenu pour responsable. Les personnes qui ont rédigé cette estimation nationale du renseignement du 1er octobre 2002 par POFT ont obtenu des augmentations et des promotions. Bon, c'est pas tout à fait aussi grave, parce que ce qui est vraiment intéressant ici, en ce qui concerne l'Iran, c'est qu'après ce fiasco, certaines personnes censées à Washington ont compris que les néoconservateurs, Cheney et Bush, voulaient s'en prendre à l'Iran ensuite. En fait, les néoconservateurs disaient ouvertement à quiconque voulait les écouter, « Les vrais hommes vont à Téhéran, pas à Bagdad, n'est-ce pas? » Ils avaient les plans, d'accord? Ils allaient le justifier pour les mêmes raisons. Et que s'est-il passé? Quelqu'un a dit « Faisons une estimation nationale du renseignement ». Je crois que je l'ai déjà dit dans votre émission, mais pour faire court, ils ont trouvé un homme honnête du département d'État nommé Tom Fingar. Il est arrivé avec son équipe
et ils ont travaillé pendant toute une année. He came in with his own people. They worked for a whole year. They benefited from some luck with new intelligence, and they said. Ils ont bénéficié d'un peu de chance grâce à de nouveaux renseignements, et ils ont déclaré que l'Iran avait cessé de travailler sur une arme nucléaire à la fin de 2010. Troisièmement, il n'a pas repris ses travaux. Nous l'avons affirmé à l'unanimité, les 16 agences de renseignement de l'époque, et nous l'avons dit avec une grande confiance. La bonne nouvelle, c'est que la communauté du renseignement a réitéré ce jugement, y compris le fait que les armes nucléaires sont interdites par le guide suprême, récemment décédé, par une fatwa, ce qui signifie bien plus qu'une encyclique ou toute autre déclaration religieuse pompeuse. D'accord. Alors, combien de temps ont-ils maintenu ce jugement raisonnable et authentique malgré toute la pression du lobby et de « mon Dieu » aussi récemment que « oh, regardez, nous sommes en mars, n'est-ce pas ?» En mars dernier. À la fin du mois de mars, Avril Haines, la directrice du renseignement national, a répété mot pour mot ce que la communauté du renseignement américaine affirmait depuis novembre 2007, à savoir que l'Iran, s'il avait eu un programme d'armes nucléaires, l'avait arrêté à la fin de 2003. Unanimité, grande confiance, aucune remise en cause de la politique de la fatwa. Elle a déclaré cela sous serment lors d'un témoignage exigé par le Congrès en mars de l'année dernière. Où est Avril Haines maintenant? Oh, incroyable. Un ami à moi a fait un petit dessin humoristique avec une brique de lait. Vous savez, une brique d'un demi-gallon. Disparu, Avril Haines. Vous voyez, dites-nous où elle est, laissez-la venir. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Ce témoignage est exigé par le Congrès. Que se passera-t-il lorsqu'ils comparaîtront devant le Sénat, prêteront serment et qu'on leur demandera « Eh bien, qu'en pensez-vous maintenant ?» Est-ce que l'Iran a commencé à travailler sur une arme nucléaire sans que vous nous le disiez? La réponse honnête serait non. Ils n'ont pas besoin d'une arme nucléaire. Ils disposent de missiles hypersoniques capables de livrer des ogives lourdes. Et j'ose dire, Glenn, qu'ils feront précisément cela dans les prochaines semaines. L'Iran ne va pas s'arrêter. Et comme le dit Alex Cranor, l'un des meilleurs analystes sur le sujet, lorsqu'il parle de la fermeture du détroit d'Ormuz, vous n'avez encore rien vu. Cela va nous faire mal à tous, mais cela va surtout nuire à ce que Trump pense pouvoir faire, car il ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'il pourrait faire, peut-être, serait de retenir Netanyahou d'utiliser son atout ultime, que vous avez justement souligné, employer une ou deux armes nucléaires. Juste une dernière question rapide. Les espoirs de changement de régime sont-ils désormais écartés? Parce qu'encore une fois, le cœur d'une opération de changement de régime consisterait aussi à gagner les cœurs et les esprits du peuple et à le pousser à se retourner contre son propre gouvernement. Mais après avoir tué leurs dirigeants, ce qui, pour une raison quelconque, n'a pas été célébré comme on s'y attendait, et alors que les États-Unis manquent de cibles militaires, on voit de plus en plus de cibles civiles touchées pour faire pression sur le gouvernement. Nous avons donc vu les attaques contre l'usine de dessalement et les dépôts de carburant, qui ont ensuite pollué et en somme détruit l'air de Téhéran, la destruction de la capitale. Et Trump, pour bien enfoncer le clou, est allé sur Truth Social et a écrit qu'il frapperait l'Iran si fort que la nation elle-même serait détruite, qu'elle serait incapable de se reconstruire. Et bien sûr, je suppose que c'était accidentel, mais tout de même, le meurtre de ces 168 jeunes filles, puis mentir à ce sujet de manière aussi flagrante. Le changement de régime est-il désormais complètement exclu? Eh bien, tout changement de régime est hors de question si vous pensez à une direction plus malléable en Iran.
Il n'est pas nécessaire d'être un analyste de génie pour le comprendre. Le nouveau guide suprême était sur place et a été blessé lorsque son père a été tué, sa femme a été tuée, son fils adolescent a été tué. Il a été épargné, mais apparemment il est toujours à l'hôpital. C'est pour cela qu'on ne le voit pas, d'accord? Donc dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit en son nom ou de ce qu'il a dit hier, il n'y a aucune concession du côté iranien. Ils ont maintenant l'avantage. Vous savez, on parle de nos dirigeants militaires aujourd'hui. Je vais vous dire une chose qui vient de Larry Wilkerson, qui a travaillé avec Colin Powell, non seulement comme son chef de cabinet, not only as his chief of staff, not only as his chief. Désolé, non seulement lorsqu'il était son chef de cabinet au département d'État, mais aussi quand Powell était président des chefs d'état-major interarmés et lorsqu'il était conseiller à la sécurité nationale de premier Bush. Donc, ce qu'il a dit, c'est qu'à un moment donné, Powell s'est tourné vers moi et m'a dit « Larry, la pire chose que tu puisses faire, c'est de nommer un général de l'armée de l'air à la tête des chefs d'état-major interarmés. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est bombarder, 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 puis redécoller et bombarder encore. Et si nous n'avons pas tiré cette leçon de la Seconde Guerre mondiale, si nous ne l'avons pas tirée du Vietnam, si nous ne l'avons pas tirée de l'Afghanistan et de la Libye, mon Dieu, alors ne prie jamais, jamais pour qu'un général de l'armée de l'air devienne chef des chefs d'état-major interarmés. » Alors, où Trump a-t-il trouvé ce type? Eh bien, les gens intelligents disent, eh bien, il était à la retraite, mais avant de partir, il est arrivé dans ce bel uniforme bleu, sauf qu'il n'avait pas sa casquette, il portait une casquette MAGA. Et Trump a dit, oh mon Dieu, on l'a tout de suite trouvé sympathique. C'est quoi ce type? Mon Dieu, s'il a une once d'honnêteté en lui, il doit dire à Trump, écoute, mes collègues du comité des chefs d'état-major et moi avons prévenu que ça pourrait ne pas marcher. Mais je ne sais pas s'il a une once d'honnêteté en lui. Ça ne marche pas, d'accord? Et si l'armée ne peut pas contenir Trump dans l'état d'esprit où il est actuellement, mon Dieu, je ne sais pas qui le pourrait. Nous avons maintenant des néoconservateurs qui réapparaissent. Wormser, David Wormser. Nous avons Douglas Feith, le cerveau, pour ainsi dire, derrière la guerre de Cheney contre l'Irak, qui revient et fait des déclarations absurdes. Donc les néoconservateurs sont toujours là. Ils bénéficient encore d'une grande liberté dans la presse et leurs tribunes sont publiées. Alors, je perds un peu le fil de ton propos. Peux-tu me redire ta question principale et j'essaierai d'être plus bref. Ouais, non. Si le changement de régime n'est plus envisageable. Ouais. Eh bien, si c'est hors de question et que les Iraniens ne sont pas disposés à traiter avec Trump, et on peut comprendre pourquoi ils ne voudraient pas traiter avec lui. Je veux dire, à 2 reprises, juste au moment où les négociations touchaient à leur fin, ils ont été piégés. Il y a eu une attaque, d'accord? 2 fois. Alors c'était George W. Bush qui disait « Trompe-moi une fois, trompe-moi 2 fois ». Il n'a jamais réussi à le dire correctement, n'est-ce pas? Et eh bien, nous n'aurions jamais pensé que tu essaierais de me duper 2 fois. Mais tu l'as fait. Mais cette fois, nous sommes prêts. Nous sommes prêts cette fois. Me duper 3 fois? 3 fois? Allons, sois sérieux. Donc ils ont l'avantage. Maintenant, y a-t-il ici des forces de modération? Oui, il y en a. Les Russes et les Chinois peuvent intervenir et soutenir le nouvel ayatollah, le nouveau guide suprême. On me dit qu'il n'est pas encore tout à fait un ayatollah. Et dire « Écoutez, Monsieur Trump, quand vous m'avez appelé, dit Poutine, quand vous m'avez appelé il y a seulement 3 jours, j'en ai tiré le meilleur parti.
J'ai demandé à Ushakov de dire que nous avions eu une discussion professionnelle et constructive, mais aussi ouverte et franche. Donc, je ne coupe pas les liens avec vous. Mais vous savez quoi? C'est insensé. Nous n'allons pas laisser faire ça. Vous dites, oh, s'il vous plaît, usez de votre influence auprès de l'Iran. Oubliez ça. Vous dites, s'il vous plaît, ne donnez pas à l'Iran les renseignements dont ils ont besoin. Monsieur Trump, vous avez entendu? Savez-vous ce que signifie le mot karma? Cherchez-le. Karma. Qu'est-ce que vous faites avec les Ukrainiens? Nous n'allons pas arrêter notre aide à l'Iran. Donc, nous allons devoir conclure un accord. À court terme, pour les élections de mi-mandat, c'est une chose. Mais le chaos économique, avec le détroit d'Ormuz qui reste fermé, c'est la pagaille, d'accord? Alors, Monsieur Trump, nous pouvons vous aider, mais vous allez devoir lâcher prise et contenir Israël. Maintenant, nous les Russes, dit Poutine, avons une occasion unique de servir de médiateur dans cette affaire. Nous avons des relations plutôt bonnes avec Israël, je veux dire 2 millions de Russes en Israël, non? Et bien sûr, nous avons de très bonnes relations avec l'Iran, de bonnes relations avec la Chine. Nous avons beaucoup à offrir ici. Mais quelle que soit la manière dont nous essayons d'embellir la situation, vous allez devoir reculer. Et plus tôt vous le ferez, moins vous perdrez aux élections de mi-mandat. Donc nous sommes prêts à aider. Mais l'Iran ne veut aucune aide de notre part, ni de qui que ce soit d'autre pour le moment. Ils sont en train de gagner. Alors, eh bien, attendons un peu. Et oui, revenez vers nous et nous essaierons d'être des intermédiaires honnêtes. Alors, peuvent-ils faire ça? Eh bien, vous savez, ils ont presque conclu un traité de défense mutuelle avec l'Iran. Les Iraniens ont dit non. Cela montre la position de l'Iran. En y réfléchissant, les Russes voulaient transformer leur traité stratégique avec l'Iran en un traité de défense mutuelle. Et ce sont les Iraniens qui ont dit « Non, non, nous ne sommes pas prêts pour ça ». Je pense qu'ils le regrettent probablement aujourd'hui. Mais cela montre à quel point l'Iran est important pour la Russie. C'est pour ainsi dire un ventre mou par lequel passent toutes sortes de menaces et de terrorisme. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, eh bien, vous savez, ils se sont abstenus sur cette résolution à l'ONU hier. J'étais consterné. Je veux dire, on ne peut pas condamner, on ne peut pas voter contre une mesure qui critique l'Iran sans même mentionner qu'ils ont été attaqués. Mais pourquoi se sont-ils abstenus? Eh bien, je pense qu'ils essayent simplement de préserver ce qui reste de leur image de médiateur honnête. Ils veulent pouvoir dire « D'accord, nous avons peut-être opposé notre veto à cette résolution, mais nous essayons de trouver une solution. » Et les enjeux sont très élevés, non seulement bien sûr à cause de la destruction humaine continue illustrée par ces petites filles à Minab, mais aussi en raison de la menace que Netanyahou sera tenté d'utiliser à l'avenir. Tu sais, en pensant à Minab, Glenn, j'avais un poème de Daniel Berrigan, un bon ami à moi, que j'ai récité sur une autre plateforme. Mais j'en ai un autre maintenant d'une poétesse iranienne très proche. Elle s'appelle Avideh. Il faudrait environ 1 minute, peut-être un peu plus, pour le lire. Elle s'adresse aux petites filles de Minab. Je ne sais pas si nous avons encore 1 minute. Non? Bien sûr. C'est bon? D'accord. Le titre est In Memoriam. Où étaient vos rêves? Où étaient vos espoirs, douces petites filles de Minab? Étiez-vous destinées à devenir les nouvelles fleurs des tulipes ou des jonquilles, douces petites filles de Minab? Étiez-vous en jeûne, affamées, assoiffées, douces petites filles de Minab, lorsque le tomahawk vous a réduite en miettes et vous a brûlé en cendres sans laisser la moindre trace de vous? Mes anges, mes belles, douces petites filles de Minab, dites-moi, qui a ce cœur-là, qui porte tant de haine dans son cœur,
pour réduire en cendres de douces petites filles, avec des espoirs et des rêves pareils à des tulipes et des jonquilles se balançant sous le dôme bleu du ciel, attendant innocemment et avec espoir l'arrivée d'un nouveau printemps. Dites-moi, qui a tant de haine? Qui a tant de haine dans son cœur? Maintenant, du sublime au banal, nous savons comment cela s'est produit. Nous savons qui a tué les douces petites filles de Minab. Il s'appelle Hegseth. His name is Hegseth. He calls himself the Secretary of War. Il se fait appeler le secrétaire à la guerre. Pourquoi puis-je lui en attribuer la faute? Parce qu'il a supprimé l'unité du Pentagone chargée de vérifier qu'il n'y aurait pas de victimes civiles dans une liste de cibles. Accuser la Defense Intelligence Agency ou des listes de cibles obsolètes ne suffit pas. Il existait un moyen de vérifier ces choses. Il y avait une procédure. Et Peter Hegseth, secrétaire à la guerre, qui dit « N'ayez aucune pitié », a supprimé cette unité. Maintenant, comment le sais-je? Scott Ritter connaît ce dossier sur le bout des doigts. Il a souligné qu'il y avait eu 4 frappes de Tomahawk, puis une autre qui avait la capacité de survoler la zone et de renvoyer des images au poste de contrôle. Le poste de contrôle était de retour. Oui, d'autres personnes arrivent. Oh, regarde, il y a beaucoup de monde. C'était les petites filles qui entraient dans l'abri de prière, d'accord? Et les parents venus les chercher, vaporisés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des capacités thermobariques dans ce 5e Tomahawk. Alors tu sais, c'est normal d'être un peu en colère à propos de tout ça. Et quand je vois le président des États-Unis dire « Non, les Iraniens l'ont fait eux-mêmes », c'était physiquement, temporellement impossible. Et je peux le dire parce que c'était la première vague de l'attaque du 28 février. La même vague où le guide suprême a été tué chez lui, pas dans un abri souterrain. De la même manière que cela s'était déjà produit avant que les Iraniens ne sachent même qu'il se passait quelque chose. Donc les Iraniens vont tirer des missiles imprécis sur une école avant même de savoir qu'ils sont attaqués. Faut pas exagérer. Ce que nous avons, c'est un président fallacieux. C'est une façon polie de dire un sacré menteur. Et Hegseth a dit « Non, non, nous enquêtons ». Bien sûr. Hegseth va enquêter sur ce dont il est lui-même personnellement responsable. Un homme qui ne fait aucun quartier et qui dit « Ne montrez aucune pitié ». Voilà ce que nous sommes devenus. Et les citoyens américains doivent en prendre conscience pour attribuer la responsabilité là où elle doit l'être. Quand on tue 163 petites filles âgées de 6 à 12 ans, il faut rendre des comptes. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'un des aspects les plus frappants. La brutalité est désormais célébrée. Et cette idée selon laquelle, comme le dit Hegseth, même le respect des règles d'engagement serait une forme de politiquement correct, quelque chose qui nous empêcherait d'être forts. C'est assez grotesque. Et si vous êtes sur Twitter, si vous suivez la Maison-Blanche, presque chaque jour, ils publient de petites vidéos où ils montrent des extraits de jeux vidéo avec des bombardements de l'Iran. C'est de la pornographie de guerre. C'est une célébration de la violence. C'est quelque chose de très laid, surtout venant de la Maison-Blanche. Mais nous en sommes là. Il semble que le déclin impérial puisse être effectivement très laid. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et merci de m'avoir invité, Glenn Dizaine. C'est très apprécié.